Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super contente de vous revoir. Bonne année, mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur dans tout ce que vous entreprenez et surtout beaucoup de frissons pour 2021. Et pour bien commencer l'année, vu qu'on parle de frissons, on va parler d'un sujet que vous m'avez pas mal demandé sur Instagram à la suite de ce post. Il s'agit en réalité de l'histoire de Takahiro Shirashi, qui est tout simplement un tueur en série japonais qui a décidé de tuer 9 personnes, de les découper, de les dépecer et de les stocker dans son appartement. On reste sur du très sympa pour commencer l'année. Donc sans plus attendre, installez-vous bien confortablement, éteignez les lumières si le cœur vous en dit, prenez un truc à boire, à manger et... Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cette phrase, cette introduction. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. My gun was under the seat. Donc petit préambule avant de commencer, deux choses. Premièrement, c'est un sujet assez récent. En fait, Takahiro Shirashi a sévi au Japon en 2017 et du coup, le procès, le tribunal de Tokyo a rendu sa décision le 15 décembre 2020. Donc en fait, c'est ultra récent. Je pense que ça doit être l'un des sujets les plus récents qu'on ait jamais fait sur cette chaîne. Donc je suis super impatiente. Mais du coup, il risque d'y avoir un petit peu moins d'infos tout aussi croustillantes qu'on a d'habitude sur ce tueur en série. Mais j'ai quand même réussi à trouver beaucoup de choses à dire sur lui, donc ne vous inquiétez pas. Et deuxième chose, certains d'entre vous pensent peut-être que ça va être une sorte de copie de Issei Sagawa. Souvenez-vous, c'est le japonais cannibale qui avait tué une de ses camarades de classe à Paris avant de la littéralement dévorer. Pas tout à fait, parce qu'en fait, Takahiro Shirashi est vraiment un monstre à part entière. Il n'a pas du tout les mêmes modes opératoires ou motifs ou dessins. Donc vraiment, ça va être un personnage super intéressant. Je continue un petit peu sur ce préambule pour vous dire que pour comprendre le contexte dans lequel Takahiro a sévi, il faut d'abord comprendre un petit peu le Japon, ce qui se passe au Japon en ce moment. Le Japon a une culture super riche et magnifique, mais c'est vrai qu'on repère quand même depuis un certain temps une sorte de crise des relations sociales. Parce que au Japon, c'est super important, le travail, la carrière, tout ça est vachement important et grand bien leur face vraiment, mais du coup, ils ont de plus en plus du mal à nouer des liens avec soit leur famille, soit avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que c'est super courant au Japon de trouver des systèmes de location un petit peu particuliers. C'est-à-dire qu'on peut louer un petit ami, des amis, des compagnons juste pour aller dîner, etc. Donc, voilà, dans un pays où on peut louer un petit peu tout et n'importe quoi, il faut vraiment garder ça en tête pour bien comprendre qui va être ce mystérieux personnage. Et en parlant de personnages, plongeons-nous un petit peu dans le passé de Takahiro. Il est né en 1990 dans la province de Zama. Et il faut savoir que, un peu comme toutes les familles japonaises je suppose, sa famille quand même privilégiait pas mal le travail. Son père avait un poste assez important, assez haut placé. Et lui-même, il a eu son diplôme d'études supérieures en 2009 et il a travaillé dans un supermarché jusqu'en 2011. Et là, franchement, il avait un bon poste, c'est-à-dire qu'il pouvait très rapidement grimper les échelons, avoir quand même un bon niveau et un bon statut social, mais on comprend pas vraiment pourquoi. Du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter et de démissionner. Il a voyagé un petit peu, puis s'est arrêté à Tokyo, donc la capitale, où là il a trouvé un poste dans une entreprise de recrutement. Mais derrière toutes les paillettes et les belles promesses qu'on a pu leur faire à ces jeunes filles en disant « Venez mesdemoiselles, vous allez avoir des postes d'hôtesse très sympas, très prestigieux », en fait, pas du tout. C'était clairement une entreprise d'escorte et d'hôtesse de luxe. Donc en fait, ces filles étaient envoyées dans des bordels à Tokyo et du coup, forcément, vous pouvez vous l'imaginer, l'entreprise a été dissoute et liquidée en 2017. Et du coup, forcément, avec un tel casier judiciaire, Takahiro s'est retrouvé un peu sans emploi et avec une grande difficulté du coup à trouver quelque chose. Et d'autant plus, on peut se dire dès cet instant que sa relation avec les femmes n'est pas forcément la plus saine.
En mars 2017, quelques mois après la clôture de l'entreprise, il retourne à sa ville natale, Azama, où il va trouver un appartement et sûrement par ennui, parce qu'il sait vraiment pas quoi faire, il va ouvrir un compte Twitter. Donc là, je vous invite à regarder le titre de la vidéo, le tueur de Twitter. En effet, c'est vraiment être là où il va trouver ses victimes et en fait, il va commencer à parler avec des jeunes filles, au début très amicalement, limite innocemment, mais il va vite se rendre compte que toutes ces jeunes filles avaient un seul désir, se suicider. Et du coup, je fais une petite parenthèse très importante sur le suicide au Japon. Peut-être que vous le savez, mais au Japon, le suicide, il est presque industrialisé. En fait, les chiffres sont énormes. Je pense que ça doit être l'un des pays avec le plus fort taux. Pour avoir quelques chiffres, pour vous donner un exemple, en 2014, ce sont près de 70 Japonais qui se suicidaient par jour. Du coup, c'est vraiment énorme. C'est l'une des causes premières de mort chez les 25-40 ans. Et je vais pas faire un cours forcément sur le suicide, mais il faut savoir que la police, et je trouve ça très intéressant, a listé près de 50 motifs de suicide. Et en fait, pour chaque cas, on doit en donner que 3 maximum. Donc généralement, c'est lié au chômage parce que forcément, le travail est ultra important au Japon. Également à la pression sociale, à la pression de ses pairs, justement peut-être à la suite d'un chômage. C'est aussi lié à la dépression ou même encore au harcèlement scolaire. Et d'ailleurs, je vais fermer la parenthèse sur ça. J'en profite pour vous dire que en commentaire, vous pourrez trouver un numéro de hotline. Et du coup, revenons à nos moutons. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'avais dit qu'il est facile de louer des services. Takahiro, il s'est dit, pourquoi pas louer mes services pour aider et accompagner au suicide. Bien entendu, vous vous doutez bien que derrière ça, ses intentions ne sont absolument pas altruistes. Du coup, de fil en aiguille, il commence à se présenter comme étant un ami, un confident, parfois même un amant. Et au cours des conversations, il propose même à ces jeunes filles de venir chez lui pour soit qu'il les aide à se suicider, soit même, pourquoi pas, viens, on va se suicider tous les deux. Et en fait, à chaque fois, le mode opératoire, c'était toujours le même. Il y avait 2 façons. Soit une fois après l'invitation à ce qu'ils viennent chez lui, soit à l'instant même où la jeune fille a posé le pied dans l'appartement, Takahiro s'attaquait à elle brusquement et les étranglait, soit avec un câble ou une corde. L'une de ses victimes, par exemple, a été étranglée avec une corde de peignoir. Ou alors il leur proposait un verre et là il mettait des somnifères, des sédatifs et donc une fois qu'elles étaient inconscientes, il les étranglait vraiment pour bonne mesure. Et ensuite, et là ça va dépendre un petit peu de l'ordre, après en fait tout simplement il les volait parce qu'il faut bien se souvenir qu'il n'avait pas d'emploi. Du coup il dérobait tous leurs objets personnels qui ont un peu de valeur. Par exemple une fois il a réussi à prendre plus de l'équivalent de 280 € en liquide et après il les violait soit une fois que ses victimes étaient inconscientes, donc encore vivantes, ou alors post-mortem, une fois qu'elles étaient vraiment bel et bien morte. Et ensuite, mais ça on va en parler un petit peu plus précisément après, après il démembrait les cadavres et parfois même les dépeçait pour ensuite les stocker un petit peu partout dans son appartement. Du coup, entre le 22 août et le 23 octobre 2017, ce sont pas moins de 9 victimes qui sont tombées dans ses mains et même si on va pas les étudier toutes une par une, je vais en mentionner quelques-unes quand même parce que je trouve ça assez intéressant. Il faut savoir par exemple que sa plus jeune victime, elle avait 15 ans, c'était une écolière. Deuxièmement, sa dernière victime, c'est également celle qui était la plus âgée, elle avait 25 ans et selon Takahiro, c'est la seule qui a noué volontairement des liens, une relation intime avec lui, mais qu'il a quand même tué derrière. En fait, il faut tout simplement comprendre que il a eu des rapports sexuels avec elle de façon consentie, mais bon, elle est quand même passée à la trappe. Et troisième victime sur lequel on pourrait faire un petit focus, en fait c'est le petit ami de la première victime. Donc en fait c'est devenu la 3e victime si on suit un petit peu l'ordre. En fait, quand il s'est rendu compte que sa petite amie avait disparu, il a regardé un petit peu sur ses réseaux sociaux, et notamment Twitter, où en fait il s'est rendu compte que Takahiro était la dernière personne avec laquelle il avait parlé. Du coup, il a contacté et Takahiro au début, il lui a dit « Ok, je vais t'aider à la retrouver ». Mais bon, il n'était pas du tout bon samaritain, étant donné qu'il a invité chez lui à prendre un verre, a mis des somnifères dedans, l'a étranglé, l'a dérobé, ne l'a pas violé, mais a quand même découpé son cadavre pour le ranger sagement avec les autres.
Du coup, ça fait 9 victimes, dont un homme qui était un peu un témoin, on va dire. Et officiellement, toutes les victimes, elles avaient simplement disparu. Mais la police a réussi à retrouver la trace de la dernière victime en suivant grâce aux vidéosurveillances. En fait, ils l'ont suivie depuis la gare jusqu'à l'appartement de Takahiro, où en fait, elle n'en est tout simplement jamais sortie. Et quand ils ont fouillé un petit peu les comptes de chacune des victimes, les comptes des réseaux sociaux, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait rien en commun, sauf ce compte un peu mystérieux. C'était tout ce qu'elles avaient en commun. Et d'ailleurs, on peut noter la petite pointe d'humour du pseudo du compte de Takahiro, Hanging Pro, Hanging venant de l'anglais pendre, se pendre. Donc bon, il s'est fait rire. Et du coup, le 30 octobre, soit une semaine après le dernier meurtre, la police a payé une petite visite de courtoisie à Takahiro, qui directement a avoué le meurtre de ses 9 victimes. Et la police, en rentrant dans l'appartement, en fait, a tout de suite surnommé la maison de Takahiro la maison des horreurs. Dans l'appartement, il y avait plusieurs petits congélateurs et des boîtes à outils, et vous devinez très certainement ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait 9 têtes décapitées, ainsi que pas moins de 240 os, sachant quand même qu'un corps humain en a 206, et des bouts de bras, de jambes, un petit peu partout dans la maison. Certains étaient même recouverts de la litière pour chat pour essayer de masquer l'odeur, même si les voisins s'étaient déjà plaints en plus d'une odeur d'eau usée. En fait, c'était tout simplement les cadavres en décomposition qu'il y avait chez lui. Et pour revenir un petit peu au lien avec Issei Sagawa que j'avais pu faire au début, non, il n'avait pas gardé tous ses corps dans le congélateur pour les dévorer après comme Issei Sagawa l'avait fait, comme le japonais cannibale l'avait fait. Là vraiment, c'était pour liquider petit à petit, parce qu'il s'est déjà débarrassé de certaines parties du corps de ses victimes, mais il se doutait bien que s'il mettait 9 corps à la benne, ça allait peut-être se voir un peu. Du coup, il les conservait le temps de les jeter un peu au compte-gouttes pour éviter de se faire prendre. On sait également qu'il démembrait ses victimes dans sa baignoire avec une scie qu'on a retrouvée dans son appartement, et que pour certains, il les avait mis même dans des sacs poubelles bien serrés pour éviter que ça ne fuit. Bien. Le 31 octobre, à Halloween pile, il a été arrêté, et après un examen psychiatrique, on l'a considéré qu'il était sain d'esprit, du coup apte à suivre un procès. Et du coup, son procès a commencé en grande pompe, on va dire. Ça a fait beaucoup de bruit au Japon, parce qu'il faut savoir que paradoxalement, au nombre très élevé de suicides qu'il peut y avoir, il n'y a pas beaucoup de criminalité. C'est sûrement l'un des pays avec le plus bas taux de criminalité au monde, et du coup, il n'y a pas beaucoup de meurtres sanglants comme ça. Il y a des petits délits, on va dire un peu lambda, ou du moins pas mineurs, on va dire, mais pas des meurtres aussi sanglants que ça, et encore moins du coup un tueur en série. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu pas moins de 400 personnes qui se sont pressées au tribunal de Tokyo pour pouvoir suivre toute cette affaire et pour pouvoir suivre l'audience. Et c'est pour ça également qu'on en a parlé énormément aux journaux, télévisés, que ce soit Japon, mais même ici, d'où du coup le post que vous m'avez envoyé. Parce que forcément, c'est relativement rare de voir des histoires d'une telle ampleur passer devant les tribunaux. Concernant le procès, il a eu lieu le 1er octobre 2020, et Takahiro a tout de suite plaidé coupable pour les 9 meurtres, même si ses avocats ont essayé un petit peu de tempérer tout ça en disant que en fait ces victimes, elles étaient consentantes à mourir, et il faut savoir qu'au Japon, le meurtre avec le consentement de la victime, il n'est puni que de 7 ans d'emprisonnement. Et alors cherchez pas, en France ça n'existe absolument pas, parce que participer au suicide ou même promouvoir le suicide, les méthodes de suicide, donner des moyens pour pouvoir sauter la vie, c'est vraiment très réprimé par le code pénal. C'était vraiment en plus dans mon programme de droit pénal de ce semestre, donc ça tombe bien. Mais Takahiro n'était pas du tout content en fait avec cette défense qu'ont pu apporter ses avocats, et il s'est tout de suite dit que à la cour que non, en fait tous ces motifs, tous ces dessins, ils n'étaient que égoïstes, qu'il avait manipulé des personnes facilement manipulables, qu'il n'avait même pas de tendance suicidaire comme il avait pu le dire à certaines de ses victimes, et que tout ça en fait c'était juste pour son bon petit plaisir.
Et du coup, le 15 décembre 2020, le tribunal de Tokyo a rendu sa décision. Ils l'ont condamné à la peine de mort par pendaison et Takahiro a dit qu'il ne ferait pas appel. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est assez étonnant en fait de voir que des pays aussi développés que le Japon puissent encore avoir des peines capitales, comme par exemple ça peut être le cas aux États-Unis. Et c'est vrai que du coup, au Japon, il y a quand même pas mal de partisans de cette peine de mort. Et il faut savoir que dans les années 90-2000, tout un débat avait été remis en place pour savoir si oui ou non on devait abolir la peine capitale, mais ça avait été balayé d'un mouvement de bras à la suite des attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 2005. Concernant l'impact que a pu avoir Takahiro sur la société japonaise, le gouvernement a indiqué qu'il allait regarder pour peut-être prendre de nouvelles mesures concernant le suicide assisté, et Twitter a mis en place des nouvelles règles pour que ses utilisateurs ne puissent pas promouvoir des moyens d'automutilation ou de suicide. Et du coup, pour conclure un petit peu, c'est vrai que cette histoire elle est vachement intéressante quand on la prend sous le prisme du suicide quasi industrialisé en fait au Japon, ou encore quand on la prend sous l'angle de la criminalité qui est très très faible là-bas, ou même encore de la peine de mort. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir envoyé tous ces sujets, ça m'a fait super plaisir. En fait, je sais pas si je suis super contente que vous pensiez à moi quand vous voyez des histoires un petit peu sanglantes, ou qu'au contraire je sois terrifiée que vous pensez à moi dans ces cas-là. Mais en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur le Instagram justement de la chaîne pour avoir des petites bandes d'annonces un petit peu en avance, ou pour qu'on puisse parler un petit peu. Je fais souvent des sondages, etc. pour les nouveaux sujets. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, ça me fait super plaisir de vous avoir revu. J'espère que ce début de rentrée se passe bien pour tout le monde. En tout cas, passez un super week-end ou une super semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!